À partir de là, en fait, il y a un modèle qu'il va falloir nous savoir dépasser, quoi. Je crois que le niveau des représentations individuelles et collectives est quand même très important. C'est-à-dire que le modèle de la croissance nous a toujours appris à regarder la production économique comme une sorte de gâteau. Et il s'agissait pour nous de le faire grossir au maximum pour que les parts à partager soient les plus généreuses possibles. Ça, c'est l'imaginaire de la société de croissance. Bon, nous l'avons vu, pour des questions géologiques, ce gâteau il va plus grossir. Et pour des questions climatiques, nous devons organiser son amoindrissement d'une façon drastique et de la façon la plus rapide qui soit. Ce qu'il y a, à mon avis, ce qu'il faut comprendre, si on veut s'arrêter sur ces questions, c'est que ces choses-là, c'est pas forcément le problème. Je pense qu'au contraire, ça peut être une opportunité à saisir quelque part. Ça rejoint un peu ce que je vous disais à ma petite échelle quand je parlais des changements qui allaient dans le sens d'une sobriété que j'avais effectuée. J'avais jamais vu un sacrifice, au contraire, j'avais vu l'épanouissement. Ben, en fait, ces choses-là, il va falloir nous savoir les comprendre à des échelles bien plus larges. Et il y a un économiste qui s'appelle Esterlin qui a proposé quelque chose qui va dans ce sens. En fait, c'est toujours les années 70. Il a proposé le paradoxe d'Esterlin. En gros, c'est qu'à partir d'un certain niveau de richesse, l'aspect financier ne contribue plus significativement au bien-être. On va prendre deux variables pour comprendre un peu cet enjeu. Si on prend les taux de scolarisation, par exemple des jeunes, c'est une variable qu'on peut reconnaître tous comme légitime pour mesurer le bien-être d'une société, mais on se rend compte qu'un pays qui a un taux de PIB par habitant de 16 000 $ a un taux de scolarisation de 100%, quand dans le même temps, un pays qui a un PIB par habitant de 35 000 $ n'atteint pas les 80% de scolarisation des jeunes. De la même façon, on peut prendre l'espérance de vie en bonne santé. C'est aussi un critère pertinent. Si on prend le Costa Rica, qui a 15 000 $ de PIB par habitant, ils ont exactement la même espérance de vie que les États-Unis, qui ont pourtant un PIB par habitant de 40 000 $. Donc là, on comprend bien que c'est pas forcément la recherche de l'accroissement de la richesse qui va expliquer le mieux-être, mais quand on a passé un certain seuil, c'est surtout les niveaux de redistribution qui vont expliquer l'épanouissement du plus grand nombre. En 2004, ce seuil il était estimé à 15 000 $ par habitant. C'est un seuil assez faible. Hein. Nous, aujourd'hui, c'est plus du double en France. Donc ça, c'est pour le coup une super nouvelle. Ça voudrait dire qu'on pourrait diviser par deux notre niveau de croissance économique, notre niveau de PIB. C'est une moyenne. Oui, on est toujours sur la limite de la moyenne, mais bon, ça permet au moins de... Non, mais c'est pour ça que c'est la redistribution qui redevient absolument première dans ces questions, quoi. Mais juste ça nous permet quand même de voir que même en divisant par deux le niveau de la production économique, on serait toujours au-dessus de ce seuil. Et bien sûr, en divisant par deux le niveau de la production économique, on diviserait aussi les gaz à effet de serre qui sont induits par cette dernière. Vous aviez raison, parce que c'est le niveau de la redistribution, à mon avis, qui est la clé de voûte de tous les changements qui vont s'opérer. Alors ça, pour comprendre, on peut prendre par exemple l'exemple des piscines privées. Je sais que ça va être... D'accord. Je sais pas, je sais que vous avez déjà un peu travaillé sur ça. Oui, Audiel comporte 150 piscines privées. On a fait un petit peu un décompte rapide. Voilà. Donc, pour 1400 habitants, 400 électeurs. Donc oui, c'est des chiffres avec une piscine municipale à 900 mètres. Ouais. C'est un village d'à côté, Saint-Orin de Vénéville. Voilà, c'est effectivement... Mais oui, mais bien sûr. Alors, enfin, moi j'ai quelques chiffres à vous donner. Entre 2000 et 2012, la vente de piscines en France a augmenté de 136%. On est passé de 700 000 bassins à 1 700 000 en 12 ans. C'est complètement fou. Et on comprend bien que à la base, avoir une piscine chez soi, ça ne participe pas d'une pulsion de mort. On ne fait pas ça forcément pour faire chier son voisin. On est d'abord à l'écoute de ses propres désirs. Par contre, on a parlé tout à l'heure de l'eau, quoi. C'est-à-dire que pour chaque degré de réchauffement, il y a 20% qui se barrent. Enfin, ça va vraiment devenir une ressource qui va se raréfier, se limiter. Et en même temps, c'est une ressource absolument vitale.
Donc, ben, forcément, on peut plus permettre à tout un chacun d'avoir chez lui un bassin de plusieurs dizaines de milliers de litres simplement pour satisfaire son propre bonheur, parce que ça, c'est plus légitime. En fait, là, je pense qu'on touche quelque chose d'absolument essentiel, c'est qu'on a des transformations qui se jouent, qui sont notamment marquées par la raréfaction. On ne peut plus juger nos actions en fonction de leurs intentions, mais bien en fonction de leurs conséquences. Et là, on touche quelque chose qui est de l'ordre du paradigme philosophique, mais à mon avis, qui est très opérant pour essayer de déceler en fait qu'est-ce qui doit être valable et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit être protégé, qu'est-ce qui doit être interdit. Et je crois qu'en fait, il va nous falloir savoir hiérarchiser les activités en fonction de celles qui sont généralisables et celles qui sont non généralisables. Encore une fois, on voit bien qu'une piscine privée pour tous, ce n'est pas généralisable, ce n'est pas défendable, donc on doit trouver les moyens de l'entraver. Cette idée du bon usage et du mésusage, à mon avis, il faut pour réussir justement à généraliser le bon usage, il faut qu'on travaille sur les prix. Moi, je suis assez partisan que nous arrivions à mettre en place un système qui garantirait la gratuité de ce qu'on appelle le bon usage fondamental. Je crois que si on reprend l'exemple de l'eau, l'eau c'est, on ne prend rien à personne en disant que l'eau c'est vital, il faudrait que les premiers litres d'eau, ceux qui servent à l'hygiène, ceux qui servent à faire la nourriture, il faudrait qu'ils soient absolument gratuits pour tous. Ça permettrait de sécuriser les existences, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, en tout cas qui sont dans des conditions trop précaires, quoi. Donc il faut sécuriser l'existence en permettant à tout un chacun d'avoir accès à ce qui est vital, et dans le même temps, il faut renchérir à partir d'un certain seuil décidé à mon avis d'une façon démocratique et collective, mais renchérir d'une façon très importante chaque litre d'eau supplémentaire pour que ça devienne prohibitif. Si on fait ça, par exemple, on se rend bien compte que ça nous amène à avoir une représentation bien plus raisonnable et raisonnée de nos consommations. C'est-à-dire que si on garantit le bon usage et on renchérit le mésusage, on va, à mon avis, permettre à tous ceux qui ont un petit bout de jardin, par exemple chez eux, on va les inciter en tout cas, par exemple, à mettre des toilettes sèches. Et au contraire, on interdira à ceux qui le veulent d'avoir une piscine privée chez eux. Il faut comprendre, à mon avis, l'importance de ces enjeux, c'est qu'entre une famille de 4 personnes qui est économe et sobre, c'est-à-dire qu'il y a des toilettes sèches et qui n'a pas de piscine, et une autre famille, on va dire un peu plus égoïste et dispendieuse, qui aura une piscine et qui aura des toilettes classiques reliées au taille égout, le delta de consommation sur une année, c'est 100 000 litres d'eau potable facilement. 100 000 litres d'eau potable pour 4 personnes. On comprend bien que d'un côté, on a une démarche qui est attentive, qui est raisonnée. De l'autre côté, on a un égoïsme dont on ne peut plus se satisfaire aujourd'hui. Ça va rentrer au principe du pollueur-payeur. Oui, le problème du pollueur-payeur, c'est qu'on permet aussi aux pollueurs de polluer. Là, à mon avis, il faut réussir à interdire. Oui, se permet de polluer. Ouais. Comme on dit, par exemple, avec le malus des voitures, ça permet quand même aux plus riches de continuer à polluer. Hein. Moi, je suis vraiment partisan de la mise en place d'un salaire maximum. Alors, un salaire maximum autorisé. On ne pourrait pas dépasser. On confisquerait tout ce qui serait supérieur. Alors moi je propose rien, mais si on mettait par exemple ce salaire maximum à 7 300 € par mois, en fait il n'y a qu'1% des Français qui gagnent plus que ça. Combien 1% des Français qui gagnent plus de 7 000 € par mois. Là on est en salaire. Après en revenu peut-être c'est sûr. Ouais. Oui. Ouais. Mais serait-ce qu'en salaire revenu, il faut réussir à mon avis, à limiter. Alors encore une fois, si je dis ça, c'est parce que nous avons vu tout à l'heure que pour respecter RCP2.6, on ne peut pas émettre plus de 800 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau, que quelque part les émissions de chacun concernent désormais tout le monde. Donc on peut absolument immiscer du politique légitimement dans ces questions-là. Si je tiens mon petit salaire maximum, c'est que d'après une étude de l'INSEE, on sait que chaque année, les 20% des plus riches
émettent en gros 9,7 tonnes de CO2 en moyenne. Dans les 20% les plus pauvres émettent 3,6 tonnes. Nous, c'est 1,2 tonnes qu'il va nous savoir viser en 2070. Donc on voit bien qu'on ne peut plus laisser les plus fortunés de nos sociétés émettre des niveaux totalement outranciers. De toute façon, quels que soient les efforts qu'on peut tous faire par ailleurs, nous amènerons droit dans le mur, donc on peut plus. Oui, bien sûr. Mais eux, quelque part, ils auront toujours ils auront des cités de super riches, on peut imaginer. Eux, les climatiseurs, ils auront à 50 degrés. C'est ça le problème. Donc voilà, par rapport à ça, il y a quand même, bon, même si c'est pas très, tout ça n'est pas très gai, très joyeux, il y a quand même je crois, des lueurs d'espoir malgré tout. On peut penser à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. C'est paradoxal de parler d'espoir et de convoquer la Seconde Guerre mondiale, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, les sociétés, elles ont su se transformer d'une façon très très importante dans un laps de temps incroyablement restreint. Ça, on peut le mesurer. Le rationnement, le recyclage, enfin. Mais pourquoi ces sociétés ont su faire ça? C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, ils avaient vraiment une vision commune et ils comprenaient absolument le sens de l'effort qui était demandé. Ce qu'on appelait participer à l'effort de guerre. Bon, je crois que nous, quelque part, il va falloir qu'on arrive à susciter ce désir de transformation, mais dans un sens, il serait un effort de vie, quoi. Et donc il faut essayer d'interpeller sur ces enjeux en expliquant par de la pédagogie le pourquoi du comment, pourquoi ça ne peut plus durer comme avant et pourquoi il faut que ce soit dans un sens qui serait marqué par la sobriété. Donc là on retombe à mon avis sur quelque chose de fondamental, c'est tout le travail que fait l'association des villes en transition, dont vous fait partie. Voilà. Une équipe en transition. Ouais. Donc tu m'arrêteras si je me trompe, mais je crois que les grandes idées quand même, c'est d'essayer de permettre d'organiser la résilience des territoires, en essayant de permettre aux territoires de vivre d'une façon émancipée des énergies fossiles, parce que de toute façon celles-ci ne seront plus là dans bien longtemps. Pour cela, il est important de sécuriser l'alimentation, parce qu'avec encore une fois la baisse des énergies fossiles, les importations ne sera plus possible comme elle est aujourd'hui. Donc en fait, il faut permettre à chaque territoire de pouvoir à peu près s'organiser d'une façon autonome. Ça ne veut pas dire d'une façon autarcique, mais d'une façon autonome. Donc il faut au maximum relocaliser la production économique pour que celle-ci ait un sens. Quelque chose de très important aussi, c'est faire se rencontrer les acteurs du territoire, afin d'organiser tous les systèmes de coopération et de solidarité. Et voilà, encore une fois, tout ceci n'est possible que si on arrive à faire de la pédagogie pour sensibiliser sur ces enjeux. Et in fine permettre à tout un chacun de s'investir et de devenir un acteur de ce changement. Je crois que, encore une fois, ces questions se posent vraiment à nous d'une façon très importante, parce que, je le dirais pour la dernière fois ce soir, mais nous, Français, nous avons en moyenne partie des 20% de la population mondiale qui s'accapare 86% des ressources naturelles. Cette donnée, elle est tellement indéfendable qu'on peut se prévaloir de la philosophie des Lumières, tout ce qu'on veut, mais notre réalité c'est ça là. Notre petit pays, qui est le 21e pays le plus peuplé au monde, est le 8e contributeur historique du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en gros, nos 66 millions d'habitants, on a participé à une hauteur égale que celle du Mexique et du Nigeria réunis, c'est-à-dire des sociétés qui ont plus de 300 millions d'habitants. Donc nous sommes en première ligne dans l'importance de la population mondiale. Du coup, nous avons une dette morale aussi à l'égard de tous ces peuples-là. Et voilà, pour finir, je crois que d'une façon non négociable, le monde que nous connaissons va changer. Nos niveaux de consommation, nos niveaux de mobilité, nos systèmes de divertissement ne seront plus les mêmes. Mais bon, à partir de ça, faisons nécessité vertu, c'est-à-dire qu'on a une société conviviale à bâtir. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je pense que beaucoup aussi, nous serions vraiment prêts à troquer nos systèmes de confort hyper sophistiqués pour revenir à des choses plus authentiques dans ce qu'est l'expérience humaine, se rapprocher de la nature. Ça, c'est quand même des choses que nous avons perdues. Donc voilà, il y aura un mieux-être à gagner. Et donc, pour finir, comme le mouvement de la transition, je crois que l'ambition de ce livre, c'est simplement d'essayer
de participer à sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux et que chacun puisse se positionner d'une façon informée. Donc voilà, sur le...